La République démocratique du Congo s'est dotée d'une nouvelle loi sur la presse. Est-ce une véritable carte routière? C'est le sujet de ce énième numéro d'Info Plus. Info Plus, c'est votre émission de la rédaction politique de Malaika Radio et Télévision qui réunit les journalistes de la ville de Lubumbashi et même de la République démocratique du Congo autour d'une question d'actualité. Et aujourd'hui, ils sont déjà avec moi sur ces plateaux. Patient Lukusa, journaliste 7/7 et correspondant des Top Congo dans la province du Katanga. Bonjour et merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonjour à chère Francine. Merci de l'honneur que vous m'accordez de passer sur les antennes de Malaika Télévision. Je vous en prie, Philine Toumba, journaliste et criminologue. Merci d'être venu et bonjour. Bonjour Francine, c'est toujours un plaisir de se retrouver entre confrères. Et surtout quand on est sur un plateau de Malaika Télévision. C'est un plaisir. Joseph Kaongo, bonjour et bienvenue. Joseph, je le rappelle, il est journaliste à la rédaction politique de Malaika Radio et Télévision. Joseph, bonjour et merci d'être là. Bonjour Francine et bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau d'Info Plus. Le nouveau texte est entré en vigueur le 4 avril et il vient remplacer la loi de 1999 qui a été considérée comme obsolète et même répressive par les médias et les ONG de la liberté de la presse. Alors, Patient Lukusa, pensez-vous que cette loi est congrue aux réalités actuelles? Oui, chère Francine, effectivement, la loi répond quand même à certaines exigences, surtout comme vous le savez, notre métier, les journalismes, c'est un métier qui est né avec les nouvelles, dans un monde où les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont en train d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ou dans l'ancienne loi, la loi 0096, la loi du 22 de 1996, dans cette loi, on ne parlait pas, par exemple, des médias en ligne, qui n'étaient pas d'ailleurs réglementés. Aujourd'hui, on a quand même une loi, non seulement qui englobe les médias audiovisuels, mais aussi les médias en ligne, les blogs, toutes ces personnes. Donc c'est en quelque sorte une sécurité. Oui, c'est une sécurité, mais ici, ce qu'il faut aussi louer dans cette nouvelle loi, c'est que dans l'ancienne loi avait 92 articles. Voilà. Et la loi 23 en a 141. 141. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a quand même certaines choses qui ont été ajoutées, même si en parcourant du début à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même certains articles de l'ancienne loi qui sont un tout petit peu remis à niveau, c'est-à-dire on a essayé un peu de prendre telle loi, comment l'adapter aujourd'hui, on a amélioré effectivement, et même si lorsque maintenant nous entrons en profondeur, il y a quand même à boire et à manger, parce qu'on parle non seulement de la publicité, on parle non seulement des subsides ou des subventions qui doivent être accordées à certains médias, non seulement la RTNC, mais aussi les médias associatifs ou les médias communautaires, mais on parle aussi de qui est journaliste ou qui est professionnel des médias. Dans l'ancienne loi, on parlait d'un journaliste, tout celui qui va à la collecte, qui passe au traitement et qui diffuse. Et dans cette loi-là, l'ancienne, on parlait maintenant qui sont assimilés aux journalistes, parce qu'on ne considère pas toutes ces personnes qui participent dans la production d'un journal, dans la production des émissions, comme étant des journalistes. Il y a ceux-là qui sont assimilés, on ne les appelle pas journalistes, mais on dit assimilés aux journalistes. Voilà. Mais dans la nouvelle loi, il y a quand même, on a levé cet équivoque. Parce que les gens qui travaillent dans le rouage, comme nous qui sommes ici, c'est nous que la population voit. Mais la population ne sait pas qu'autour de nous, il y a des héros dans l'ombre, ceux-là qui nous permettent d'ailleurs d'entrer dans les maisons de toutes ces personnes qui nous suivent à travers le monde. Ce sont aussi, on peut les considérer comme journalistes. Alors dans cette nouvelle loi, il y a tous ces détails sont donnés pour permettre non seulement à nous journalistes, mais aussi surtout aux politiques qui par moments négligent notre travail, doivent savoir ce que c'est notre métier, comment notre métier doit être régulé et qui doit jouer, comment chacun de nous doit jouer son rôle pour que notre pays puisse y aller de l'avant. Comme disait Philippe Toumba, en coulisses, que c'est une loi qui concerne tout le monde. Effectivement, c'est une loi qui concerne tout le monde. Oui, Philippe Toumba, pensez-vous que cette nouvelle loi des 141 articles est-elle congrue aux réalités actuelles? Je pense bien sûr oui, parce que cette loi vient régler les problèmes que l'ancienne loi ne pouvait pas régler dans la société congolaise.
par exemple, aujourd'hui, on sait que l'idéal de cette loi, c'est de protéger l'image d'abord de la RDC, parce qu'avant, n'importe qui pouvait s'improviser journaliste, il pouvait publier n'importe quoi, et parfois, il y avait un problème dans la définition de ce qu'on pouvait appeler infraction ou délit de presse. Et aujourd'hui, je pense que, comme Patient l'a dit, tout devient un peu plus clair. Aujourd'hui, un politique, par exemple, sait quand est-ce qu'il peut s'attaquer à un journaliste, quand est-ce qu'un journaliste a failli, non seulement par rapport à sa profession, mais aussi par rapport aux infractions communes. Mais ici, ce qui est aussi un peu compliqué par rapport aux journalistes, c'est que l'organe de contrôle échappe cette fois-ci aux journalistes. Parce que là, vous allez vous rendre compte que le pouvoir de gestion, de sanction, revient au CESAC et au ministère. Vous comprenez que quelque part, on nous a donné de la main droite et on nous a arraché de la main gauche. Mais ça, je pense que ceux qui seront plus en sécurité, c'est ceux qui s'improvisent journalistes. Vous savez, avec l'ancienne loi, on ne pouvait pas savoir qui est journaliste et qui est politicien. Parce qu'il y a même des journalistes qui se faisaient appeler journalistes engagés, il y avait des propagandistes, il y avait des journalistes qu'on appelait pitbull, que les politiques utilisaient pour attaquer d'autres politiques. Alors, avec cette nouvelle loi, on essaie un peu plus de protéger tout le monde. Ça nous protège à la fois nous, journalistes, mais ça protège aussi l'image du pays. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, même s'il y a des choses que l'on peut refaire dans cette loi, mais dans l'ensemble, ça protège un peu tout le monde. Joseph Kaongo, est-ce que cette loi vient protéger les journalistes? Bon, la protection, pas du journaliste en tant qu'individu, mais du métier qui, en République démocratique du Congo, à mon sens, a été très mal protégée depuis justement la loi des années 90, qui, elle, laissait un champ libre justement à presque tout le monde de venir exercer, de venir de n'importe quel métier pour s'improviser journaliste. Mais là, on voit très bien qu'avec l'actualité actuelle qui est le numérique, au-delà de cette loi Mouyaya, elle est accompagnée en fait d'un code du numérique qui va un peu plus loin pour réglementer, pour savoir comment on doit désormais se comporter dans le numérique. Et c'est là que ça devient un peu plus intéressant parce que, bizarrement, la République démocratique du Congo, bon, pas bizarrement, mais étonnamment, la République démocratique du Congo s'est munie d'un outil plus que même certains pays en Europe qui, actuellement, ont des difficultés de définir certaines limites, certains champs de sanctions de l'État par rapport aux publications sur Internet. Mais actuellement, en RDC, nous sommes l'un des rares pays africains et même dans le monde qui, quand on publie quelque chose sur Internet et que l'on est identifié clairement et que ces données-là sont tendance à nuire quelqu'un, une race, une tribu, à faire la propagation des messages qui vont nuire, on peut être sanctionné. C'est là que ça devient très intéressant et le ministre actuel, Patrick Mouyaya, a le privilège de donner cette révolution en République démocratique du Congo. Bon, on se dit bien que c'est l'influence de son côté journaliste qui a vraiment amené à faire bouger les lignes dans ce domaine. On peut que saluer, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des limites qu'on évoquera dans cette émission. Alors, je suis tentée de vous demander si la loi 23 vient combler la loi 96 en ce qui concerne le numérique. Oui, effectivement. Moi, je travaille beaucoup plus dans les médias en ligne. Ça fait plusieurs années que je suis à 7sur7.cd, mais j'ai collaboré aussi avec d'autres médias en ligne, en Afrique plutôt. Vous voyez, à l'époque où, avant la promulgation de cette loi, quelqu'un pouvait être dans sa chambre ou devant sa machine, il produit un article, et puis, même sans signer, il publie. Et il partage dans des forums, sur WhatsApp, à gauche, à droite, et puis il s'appelle journaliste. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, d'abord la loi dit quoi? On doit reconnaître que votre média est géré d'abord par quelqu'un, on parle d'ailleurs des directeurs de publication, quelqu'un qui est journaliste. Non seulement ça, est-ce que cette personne-là a fait ces études-là?
D'ailleurs, Philippe l'a soulevé, pour même avoir maintenant accès, pour être maintenant journaliste, on a un tout petit peu verrouillé. On ne devient pas, on ne s'autoprogramme pas journaliste parce que vous parlez bien français, vous vous réveillez, ou bien parce que vous écrivez très bien, vous vous réveillez, vous vous dites que vous devenez journaliste. Non. Donc, actuellement là, avec cette loi, à l'époque, on pouvait même voir beaucoup plus dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, quelqu'un peut faire un article où la personne injurie ou bien écrit des choses qui ne sont pas vraies. Mais avec cette loi, lorsque vous faites des messages qui vont à l'encontre de ce que dit la déontologie, de ce que dit l'éthique et la déontologie, vous êtes poursuivable. À l'époque, on ne pouvait pas, parce qu'on peut vous porter plainte au niveau des journalistes ou bien de la commission des disciplines, mais on ne saura pas vous arrêter parce qu'il n'y avait pas un article qui stipulait qu'un journaliste en ligne ou un journaliste qui travaille pour les médias en ligne, s'il commet une telle bavure, comment il doit être sanctionné. Mais actuellement, cette loi répond à cette question-là. Vous partez en dehors de ce que dit l'éthique, vous partez en dehors de ce que dit la loi, même la Constitution, parce que en lisant bien, vous allez vous rendre compte que cette nouvelle loi s'est inspirée de l'article 24 de la Constitution sur la liberté de la presse. Les journalistes ont cette liberté-là de dire, de raconter les choses après vérification, mais en le faisant, en faisant ça, en respectant plutôt les normes. Et avec cette nouvelle loi, je crois que c'est quelque chose qui vient un peu lever l'équivoque, qui vient un peu aussi donner aussi le pouvoir aux journalistes. Parce qu'à l'époque, par moment, on se disait, vous les journalistes, surtout les politiques, ils voient, ah, vous les journalistes en ligne, est-ce que vous êtes vraiment les journalistes? Mais actuellement, là, les politiques aussi doivent comprendre qu'aujourd'hui, il y a une loi qui protège aussi ces journalistes-là. Avant peut-être de passer à une autre question, je voulais juste parce que j'avais une question à vous poser, allez-y rapidement. Oui, je voulais aussi parler de la question des publicités qui est évoquée dans cette loi. Moi, je crains, peut-être nous allons peut-être y revenir, je crains l'applicabilité, parce que dans notre pays... Oui, comme vous l'avez dit, nous allons y revenir. Oui. Je voulais passer à Philippe Toumba pour lui poser la même question. Est-ce que la loi 23 vient combler l'ancienne loi 96 avec l'avènement du numérique, bien sûr? Oui, la vérité, c'est que l'ancienne loi était devenue, comme vous l'aviez dit au début, obsolète. Elle ne répondait plus aux réalités actuelles. Et que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan de l'évolution de la technologie, la loi était totalement dépassée. Mais seulement avec cette nouvelle loi, comme je vous le disais au début, il y a beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui ont concouru à cette élaboration. D'abord, il faut rappeler que c'est un aboutissement des États généraux. Tout est parti de là. Voilà, tout est parti de là. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est pour redorer un peu l'image du pays. Avant, n'importe qui pouvait être aux États-Unis et en France, dire n'importe quoi sur la RDC. Avec son passeport ou je ne sais pas moi, son laissez-passer de journaliste, il pouvait se permettre, s'autoriser de dire tout ce qu'il veut sur la RDC. Aujourd'hui, tout ça est verrouillé. C'est comme ça que je comprends que cette nouvelle loi vient renforcer la liberté de presse aux journalistes. Mais cette liberté n'est accordée qu'à ceux qui répondent aux normes de la profession. Ça veut dire que ceux qui peuvent être appelés journalistes. Parce qu'avant, il y avait cette confusion-là. N'importe qui pouvait être journaliste et n'importe qui pouvait user, parfois abusivement, de cette liberté de presse. C'est comme ça qu'on avait beaucoup de déviations dans la profession. Mais actuellement, je pense que cette loi vient protéger les vrais journalistes. Mais la crainte que nous avons, Pascal l'a dit, c'est que la gestion, notre gestion, nous échappe, nous journalistes. Parce que là, c'est d'autres organes qui sont plus attachés au gouvernement qui nous gèrent. Et tout ça, moi je l'ai toujours dit, ça nous arrive parce que nous n'avions pas pensé depuis longtemps à nous organiser en ordre. Aujourd'hui, nous avons les médecins, nous avons les avocats qui peuvent se sanctionner entre eux. Et leurs décisions ont la force de loi. Mais nous, avec notre ancienne, ou notre UNPC, c'était qu'un syndicat qui n'avait pas de mécanisme de contrainte sur la manière de journaliste. Il n'y avait aucun mécanisme de contrainte. Qui n'avait pas vraiment beaucoup de pouvoir. Voilà, il n'y avait aucun pouvoir de l'UNPC. On pouvait voir des gens sanctionnés, mais qui pouvaient continuer à passer.
sur les médias, que ce soit même à la RTNC qui est un média public, on voyait quand même les journalistes sous sanction qui pouvaient passer et continuer leur travail sans inquiétude. Mais moi, je pense que maintenant, on sait distinguer, comme l'a dit quelqu'un, le vrai et le faux. Mais maintenant, il y a cette difficulté que nous allons peut-être évoquer tout à l'heure, l'applicabilité de la loi. Ça, c'est le plus grand problème en RDC. Oui, c'était une question que je devais vous poser. Heureusement, vous y répondez déjà. Oui. Et vous ne pensez pas que cette loi, c'est aussi pour protéger en quelque sorte les politiques? Bon, je ne sais pas directement parler de politique, mais moi, je parle plutôt de l'image du pays. Aujourd'hui, les politiques sont ceux-là qui ont, depuis très longtemps, utiliser les journalistes, parfois abusivement. Il y a des journalistes que j'ai traités tout à l'heure des pitbulls parce qu'elles ne sont utilisées par des politiques que pour insulter d'autres politiques. Je suis en train de voir l'image du pitbull. Alors, quand un politique a un conflit ou a des conflits avec un autre politique, il ne passe que par les journalistes pour mettre en mal l'autre politique. Et le journaliste utilisait bien sûr son statut de journaliste pour diffuser des informations non vérifiées, des informations fausses pour nuire un autre politique. Et ça, c'est ce que la loi vient protéger. C'est vrai que ça protège un politique, mais ça protège aussi en même temps le journaliste qui était utilisé comme un pitbull. Je ne sais pas si là ça passe. Oui, là ça mais le problème, comme je le disais, mais c'est comment on va faire pour appliquer cette loi. Aujourd'hui, j'ai entendu Patient ici vanter à la presse en ligne, parce qu'il est l'un de leurs. Mais il y a aussi un problème. Moi, je pense que cette loi vient, mais elle précède certains mécanismes de contrôle, en fait, sur les numériques. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de spécialistes en RDC pour traquer, pour suivre et pour détecter les faux. Je peux être dans ma chambre, comme Patient le disait aujourd'hui, je crée un avatar, ça veut dire un faux compte, et je me fais passer pour un journaliste. On va chercher chez ces journalistes, on ne le verra pas. Parce qu'il n'existe pas en vrai, c'est un journaliste fictif. Ça, c'est une difficulté. Oui, c'est une difficulté. Mais au pays, nous n'avons pas de mécanisme. Il n'y a pas de spécialiste pour traquer. On peut bien sûr consulter les maisons de communication, ça veut dire les réseaux. On va avoir du mal à trouver cette personne. Si par exemple, elle utilise un PC, on va avoir beaucoup de difficultés. Même avec son idée, ça sera difficile de le retrouver. Parce que nous n'avons pas ces mécanismes de contrôle sur les activités Internet en RDC. Et ça, oui, vous pouvez réagir, ça, ce n'est pas facile. Vous pouvez réagir, Joseph. Oui, vous pouvez réagir. Si vous n'êtes pas d'accord. Oui, là, je ne suis pas d'accord parce que la loi, si vous lisez bien, la loi essaie un peu de régler cette question-là. Aujourd'hui, si vous lisez très bien la loi dit quelque part que cette fois-ci, on essaie, pour ceux-là qui sont en ligne, on va valoriser le point CD. Vous voyez, la plupart des sites qui n'utilisent pas le point CD. Le point CD, c'est quoi? C'est lorsque vous voyez, par exemple, www.malaikatv.cd. Il y a ceux-là qui utilisent .com, il y a ceux-là qui utilisent .net. Là, ils ne valorisent pas. Alors, actuellement, même lorsqu'on parle des subsides ou des subventions, lorsque l'État congolais va commencer à donner certaines aides à certaines maisons de presse qui respectent quand même certaines normes, on ne va pas privilégier ces médias-là qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas connus. Je ne suis pas contre. Ce que moi je veux dire, c'est que même si ce site n'est pas rémunéré ou n'est pas subventionné, mais le site sera opérationnel. Ça veut dire s'il y a des activités nuisibles, elles vont continuer. C'est ça l'outil que le gouvernement n'a pas. Pour suivre les gens qui utilisent des médias en ligne pour nuire. Je crois que c'est le travail du CESAC. Oui, c'est comme ça que je disais que le CESAC existe, mais n'a pas suffisamment de mécanismes pour ça. J'ai eu à suivre dans une émission le week-end dernier, justement, le président du CESAC, après son voyage tourmenté en France, sur justement Top Congo FM. Il a eu en fait à s'imaginer le travail que le CESAC doit maintenant faire durant cette année 2023 pour appliquer cette loi. C'est notamment l'identification de tout média qui exerce en audiovisuel tout comme en numérique. Il a lui-même évoqué dans cette émission qu'en RDC, on a plus ou moins 600 médias et 200 en télévision ou radio. Et c'est là le plus grand d'abord problème. C'est l'identification des médias. Si cela est déjà fait, c'est quelque chose de très bien qui pourra résoudre justement le problème de qui sanctionner, comment sanctionner, notamment en ligne où, on a vu, par exemple, dans cette émission, que certains médias, comme Canal+, par exemple, ont été sanctionnés. C'est quelque chose de très bien qui pourra résoudre justement le problème de qui sanctionner, comment sanctionner, notamment en ligne où, on a vu, par exemple, dans cette émission, que certains médias, comme Canal+,
on foisonne justement les médias tout le jour. Mais la grande difficulté, encore une fois, c'est par exemple pour les utilisateurs sur Internet, de comptes sur Twitter, sur Facebook, qui se réclament aussi journalistes. Ce n'est pas seulement des individus qui utilisent Internet ou encore les comptes des réseaux sociaux. Il y a aussi des journalistes qui peuvent utiliser Internet et qui sont justement aussi utilisés par des points de vue politiques ou encore de certaines obédiences. C'est là toute la difficulté aussi d'identifier la personne qui est derrière un faux compte, la personne qui est derrière peut-être un compte d'un média ou de peut-être identifié, mais derrière un faux compte, c'est difficile. C'est là que je rejoins en tout cas les avis l'avis de mon co-débatteur, que la RDC est allée peut-être un peu trop vite en besogne, n'ayant pas les outils pour contrôler, notamment le numérique, où c'est vraiment difficile. On peut avoir le répertoire de tous les médias en ligne, on peut avoir le répertoire des médias audiovisuels, mais tant qu'on ne sait pas, on ne s'équipe pas avec une armée numérique, puisqu'il faudra avoir une armée numérique qui s'occupe de qui publie quoi, quitte à ne pas tomber aussi dans une forme de muselage aussi de la liberté d'expression. Je crains aussi cela parce que en Chine, par exemple, quand vous publiez quelque chose qui va à l'encontre du Parti communiste, directement, soit on retire votre publication, soit on vous poursuit même. Donc, est-ce que la RDC est encore à ce niveau de poursuite? Justement, j'allais vous demander, avec la promulgation de la loi 23, est-ce qu'on peut arriver à avoir une presse libre, celle qui n'aura pas trop de pression de l'extérieur? D'abord, il faut savoir que même partout au monde, on n'aura pas une presse libre. Il y aura toujours ces gens-là qui seront là pour nous museler. Ce n'est pas pour rien. Nous faisons les terrains chaque jour. Vous arrivez dans un bureau. Lorsque vous vous êtes journaliste, vous vous rendez compte que la personne commence un peu à se réserver. Quelqu'un commence déjà à cacher quelque chose. Parce que d'abord, les gens n'aiment pas d'air. Particulièrement ici en RDC, les gens n'aiment pas parler de ce qu'ils font. Ils considèrent les journalistes comme soit des mouchards, soit des gens qui veulent divulguer leurs secrets. Vous voyez. Alors, avoir une presse libre, je ne pense pas. Je crois que c'est à nous, journalistes, parce que c'est la liberté, ça ne se donne pas. C'est à nous de dire, ça s'arrache effectivement. C'est à nous, dans notre manière de faire. La déontologie nous demande de faire quoi? Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes sur le terrain, lorsque nous voulons produire notre journal, lorsque nous voulons produire notre article, lorsque nous voulons écrire notre papier? Est-ce que nous acceptons du n'importe quoi? Est-ce que nous faisons passer du n'importe quoi? Est-ce que les politiques, parce que la plupart des médias en RDC en majorité sont gérés par les politiques, par moments ce sont eux qui essaient de mater, de compliquer même la liberté de la presse. Comment est-ce que nous, journalistes, face à ces hommes politiques, nous nous comportons pour que ces gens-là nous donnent cette valeur-là? Pour qu'ils comprennent que nous, notre travail, c'est parler de ce que eux, par moments, nous cachent. Si on fait une enquête, on le fait en respectant les normes. Si on vient vers eux pour avoir leur son de cloche, s'ils refusent, on fait passer notre élément, on signale qu'on l'a interrogé et l'a refusé. Nous avons fait notre travail, il ne peut pas venir nous commencer par exemple à nous museler ou bien à vouloir peut-être nous... D'ailleurs, je vous donne un exemple. Je traite par moment à Top Congo certains sujets brûlants que certains médias localement ne peuvent pas. Prenons l'exemple, je vous donne un exemple de cas de ce que la société civile a parlé de massacre des jeunes, des UNAFEC. Le procès est en cours. Mais imaginez-vous, j'appelle, lorsque j'ai eu l'écho, j'appelle le numéro 1 de l'Intérieur, le ministre provincial de l'Intérieur, qui est qui? Il est le numéro 1 de l'UNAFEC au niveau de la province. De l'autre côté, j'appelle l'armée. Vous voyez, le général de l'armée, je l'appelle de la 22e région militaire pour avoir son décloche. Et puis, je suis bloqué à un niveau. Mais je me dis, j'appelle aussi le président national de l'UNAFEC. J'ai ces 3 sons de cloche-là devant moi. Je fais comment? C'est là où nous, journalistes, on doit être, comme la loi nous demande, être professionnels. La responsabilité. La responsabilité. Est-ce qu'on doit choisir un angle pour créer encore du désordre dans la société? Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est à nous, journalistes, si vous contactez toutes les personnes ressources, et ces personnes sont conscientes que
elles ont été contactées par vous et vous faites votre travail, je ne pense pas que vous serez muselés. C'est à nous, journalistes, de se dire, dans notre manière de faire, restons professionnels, restons éthiques, faisons ce que l'éthique nous demande et il n'y aura pas cette question-là de museler ou bien de mater les journalistes. C'est à nous d'arracher cette liberté, de faire le travail comme il se doit. Je crois que même toutes ces personnes qui nous dirigent comprendront que c'est ce que nous demande la loi nous demande de faire ça. Philine Touma, avec la promulgation de la loi 2023, est-ce possible d'avoir aujourd'hui ou dans les jours à venir une presse libre? Je pense que la loi nous met devant un fait accompli. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, la liberté de la presse fait face à deux étapes. La première étape, ce sont les organes de presse dans lesquels nous prestons. Et la seconde étape, c'est le journaliste lui-même. La liberté que nous avons ou que nous n'avons pas ne dépend pas directement de la répression que nous subissons, mais elle dépend pour la plupart des cas de nos conditions socio-économiques. Donc c'est une question de décision du journaliste. Il peut se décider d'être libre ou il peut se décider d'être voilà. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, qu'est-ce que la loi fait? Parce qu'on ne veut pas être critiqué de l'extérieur, la loi vous met devant un fait accompli. On dit que les médias ou les organes de presse qui seront viables seront subventionnés. Vous ne pouvez pas être subventionné par un gouvernement et puis après vous allez critiquer ce gouvernement. Vous voyez, on vous met dans des conditions où c'est à vous de choisir d'être subventionné ou pas. Et si vous choisissez d'être subventionné, ça veut dire que vous choisissez d'être dépendant du gouvernement. Donc c'est un problème qui dépend de la décision d'abord du journaliste et ensuite de l'organe de presse dans lequel preste ce journaliste. Donc c'est une question qui va d'une personne à une autre, de la personnalité de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas une question vraiment à généraliser, parce qu'il y en a qui vont évidemment choisir de vivre peut-être dans des conditions précaires, mais de se sentir libres dans leur traitement d'information. Mais il y en a qui voudront avoir des récompenses et rester dépendants soit du gouvernement, soit de la personne qui subventionne. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense que c'est ça même, c'est parmi les limites de cette loi Mouyaya, c'est que ça n'a pas défini clairement comment le journaliste, on va améliorer ses conditions finalement de travail, qui a des impacts réels et on le vit quotidiennement sur le travail de journaliste. Par exemple, dans la loi Mouyaya, on a plutôt donné, on s'est rapporté au Code du travail pour notamment parler des conditions de travail du journaliste, pour notamment parler de sa rémunération dans une maison de presse. On a rapporté cela au Code du travail qui, à mon sens, est une erreur. Parce qu'on sait tous le problème de journaliste actuellement en RDC, c'est quand même l'un des métiers, certes on nous apprend à l'université qu'on apprend dans le journalisme pour être riche, mais le journaliste aujourd'hui en RDC n'a pas le minimum vital au travers de sa profession et cela l'amène à être dépendant justement de ces personnes ressources, à être dépendant de telle personnalité qui va nécessairement influer sur son travail. Et c'est ça en fait la limite la plus grande dans mon sens limite et l'une des choses que le ministre Mouyaya, je m'excuse, a vraiment oublié ou que les travaux des états généraux de la presse ont carrément, je ne sais pas pourquoi, par quelle magie ils ont pu oublier cela. Et je pense que ça mérite d'être amendé dans les prochaines années, dans le prochain mois. Alors Joseph, la question de la rémunération des journalistes, ne pensez-vous pas que c'est une question difficile à traiter? Et surtout qu'il y a beaucoup de maisons de presse privées. Non, mais tout à l'heure, on a parlé de subventions de l'État. C'est l'État congolais. Et loin de moi d'être d'accord avec mon co-débatteur sur le fait que les subventions de l'État peuvent amener une maison de presse à ne pas être libre. Non, en France par exemple, on a des médias qui sont vraiment subventionnés par l'État mais qui traitent l'information comme il se doit. France 2, je ne sais pas moi, TF1, non, mais attention, ce sont des médias subventionnés par l'État, mais qui traitent... En France, les médias ne sont pas autant libres que nous pensons. Ils sont quand même mieux que nous, il faut l'admettre. En fait, ils sont mieux que nous parce que... Mais tout est mieux que nous en France. Tout est mieux non, mais par rapport à la liberté de la presse, d'abord, on ne va pas aller sur le plan technique, sur le plan, je sais pas moi, alors moi, je pense que chaque pays a ses réalités. Oui. Sur le plan de traitement de l'information, un média subventionné et enclin à traiter mieux l'information qu'un média qui n'est pas subventionné parce que le journaliste
aura tout ce qu'il faut d'abord. Il ne va pas penser à la farine qui manque à la maison. Il ne va pas penser à la maison qu'il doit payer demain. Tant qu'il est subventionné, il est porté à mieux travailler. Attention, ce n'est pas le journaliste qui est subventionné. C'est le média. Et si c'est l'organe de presse qui est subventionné, il y a un responsable. Et si ce responsable est un opérateur économique, il ne mettra pas en avant l'intérêt du journaliste. C'est ça. C'est pour ça que certains médias vont imposer des lignes aux journalistes. C'est comme aujourd'hui, la plupart des médias sont créés par les politiques. Et vous allez dans ces médias, on ne peut pas traiter de n'importe quelle question. Chaque maison de presse a sa ligne éditoriale. Selon l'obédience du promoteur. Vous comprenez que là, c'est difficile. Donc, ce sont ces médias-là qui sont subventionnés, qui vont descendre sur les journalistes pour leur dire attention, ne parlez pas de celui-là, sinon on va couper le robinet. Vous comprenez? Donc c'est... Moi, je pense que cette question-là, effectivement, c'est une question primordiale. Qui a été oubliée dans l'embryon. Qui a été oubliée, mais... Ça a été fait sciemment. Oui, c'était de l'oubli. Je crois, en lisant la loi, je me suis focalisé aussi sur un aspect, c'est sur la publicité. Parce que enlevons d'abord le mot subvention. L'État doit donner une somme d'argent à certains médias qui sont viables ou bien ainsi de suite. Mettons d'abord ça de côté. Lorsque quelqu'un crée un média, il ne crée pas pour que l'État vienne à son aide. C'est une entreprise qui doit générer de l'argent. Mais n'oublions pas que le média, c'est un pilier de la démocratie qui doit être soutenu par l'État. Effectivement, ça doit être soutenu, on ne refuse pas. Lorsque vous prenez par exemple, nous sommes ici à Malaika. Malaika, c'est une entreprise commerciale. La plupart des médias à travers le monde, même aux États-Unis, là où ça a commencé, en France et autres, les médias vivent grâce à la publicité. Maintenant, lorsque vous lisez la loi dit quoi? La publicité ne doit pas figurer dans le journal notamment. Voilà. La publicité ne doit pas, dans une cérémonie officielle qui passe en direct, on ne peut pas faire passer la publicité. Pensez-vous que le CESAC, qui est un organe qui doit réguler, qui doit suivre de près, viendra vraiment dire un jour à une chaîne qui n'est pas d'abord subventionnée par l'État, parce que lorsqu'on dit une subvention, ça doit venir régulièrement. Peut-être que l'État va nous surprendre en supprimant ou bien en sanctionnant certains médias qui ne sont pas viables, parce que pour subventionner, on doit prendre quels sont les médias qui respectent les normes, qui ont payé tous les frais de l'État. Dans tous les services, ce sont ces médias-là qui bénéficieront. Maintenant, lorsque vous allez regarder, peut-être qu'on va supprimer certains médias, mais les médias qui resteront, vous pensez que ces médias-là vont continuer à vivre seulement avec ces subventions? C'est là où, je crois, la question aux responsables, non seulement aux promoteurs des médias, mais aussi aux responsables des gens qui gèrent les personnels dans des médias. Ouais. Parce que, imaginez-vous, moi, le jour où le procès sur l'assassinat des jeunes de l'UNAFEC a commencé, il y a un de mes confrères, je lui dis, c'est une information purement publique, on doit informer la population. Mais mon confrère me dit, non, mon cher, si je viens là-bas, je n'aurai pas à manger pour mes enfants. Donc, non, mais il y a un souci. Patient se contredit. Je ne contredis pas. Moi, j'essaie juste de nous faire comprendre que non seulement il y a la responsabilité de l'État de jouer son rôle pour subventionner, mais aussi il y a la responsabilité des gens qui gèrent le personnel. Non, mais quand vous condamnez le fait que la loi refuse la publicité dans le journal... Moi, je me dis que la loi refuse, mais au niveau de l'application, ça sera autre chose. Ça sera impossible. C'est pour ça que je vous dis, qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Parce qu'en ce moment-là, si le média ne se conforme pas, il y a le ministère, il y a aussi le CESAC. Et le média sera tout de suite sanctionné. Vous comprenez? Et ça, moi, je ne vois pas que c'est une mauvaise chose. Parce que ici, vous avez vanté le fait qu'on aura dans les médias les journalistes qui connaissent. Parce qu'ils ont subi une formation, ils ont fait des stages. Alors, si ces journalistes connaissent, ils savent que le journal est sacré. Effectivement. Alors, ils savent que cette loi n'a rien inventé sur les règles. Mais Philippe, vous pensez que s'il y a un opérateur économique, ça se fait même à la RTNC, nous voyons quelqu'un qui a donné de l'argent, qui dit non, j'ai mon produit, je dois passer dans votre grande édition du journal des 20 heures. Vous pensez qu'un responsable des médias
va refuser par exemple 5 000 $ parce que la loi... Mais pour se conformer aux règles... Non, mais c'est impossible. C'est là que... Nous avons tout de suite là vanté ce qui se passe en France. Mais imitons tout. On ne va pas se limiter à imiter que ce qui va à notre bataille. Mais Céline Toumba, quand vous dites qu'il y a certaines choses qui ont échappé aux journalistes, quand il fallait concevoir ou créer cette loi-là, mais ce sont les journalistes qui ont pris part aux États généraux. Oui, les journalistes n'ont fait que donner leurs idées. Mais l'aboutissement de la loi s'est fait dans les laboratoires du ministère. Qui a été mise en place. Voilà. Et les textes, attention, les textes tels que ça a été conçu dans cette commission n'ont pas été repris tout à la ligne. Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ont été modifiées avant l'adoption de la loi. Ou peut-être alors on peut dire que la loi 23 c'est un piège. Je ne peux pas dire ça. En fait, acceptons que c'est un piège, comme je le disais, parce qu'on nous a donné avec la main droite, mais on nous retire avec la main gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que cette période où nous sommes, on a constaté que n'importe qui dit n'importe quoi sur n'importe qui. Et surtout, n'importe quoi sur les pays. Alors, pour protéger tout ça, pour que l'on vende une bonne image du pays, et c'est pour ça que nous avons abouti à cette loi. Cette loi n'a que cette vision-là. Si on parcourt cette loi du début à la fin, on va se rendre compte que l'objectif principal de cette loi, c'est protéger l'image de la RDC. C'est bien beau de voir s'équiper d'une loi qui veut aboutir à cet objectif, mais tant que la personne centrale qui est concernée par cette loi, qui est le journaliste, n'aura pas les meilleures conditions possibles pour appliquer cette loi ne sera que chimère. Non, on a mis les garde-fous. On a mis les garde-fous, notamment les subventions, notamment les sanctions. Qui vont on a mis les garde-fous autour de ça. Les subventions qui vont peut-être jamais venir, les conditions du journaliste qui n'a peut-être dans plusieurs médias qui n'a pas de contrat clair. On ne laisse plus la sanction des journalistes à l'UNPC. Attention, désormais c'est le CSA. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous pouvez sanctionner un journaliste, mais tant que vous en sanctionnerez autant, tant que leurs conditions ne sont pas meilleures. C'est ce que j'essaie de dire. C'est bien beau d'avoir une loi, mais tant que cette loi n'a pas veillé à améliorer les conditions du journaliste, en veillant à ce qu'un journaliste ait un contrat bien défini, qu'un journaliste ait des gages par rapport à sa santé, par rapport à plusieurs autres choses, parce que les réalités sont telles que dans les médias. Mais moi, je pense que ça, c'est trop. Non, mais c'est pas trop. Ça, c'est trop demandé à l'État. Pas du tout. Parce que la loi prévoit aussi les conditions de recrutement. La loi prévoit tout ça. C'est à vous, journalistes, de voir quelles sont les conditions pour que j'adhère dans un média. On a mis, c'est comme ça que je parlais des garde-fous, on a misé sur des médias viables. Ça veut dire quand on parle d'un média viable, tout ça entre en compte, notamment les finances. Vous n'allez pas adhérer dans un média qui n'a pas d'entrée, qui n'a pas de ressources, dont le promoteur n'a pas d'investissement. Et vous attendez l'entrée principale des médias qui est la publicité. Non, on n'a pas verrouillé la publicité. Carrément, la publicité ne doit plus passer dans les journaux. On a réglementé la publicité. Diffuser la publicité pendant le journal. Ce n'est pas 200 quand même entre nous. Ce n'est pas indécent. Moi, je ne vois pas pourquoi ce n'est pas... Alors, on peut dire que la loi 23 n'offre pas toute sa noblesse aux journalistes. Moi, je peux dire ceci, madame. D'abord, il faut saluer, parce que ça fait plus de 25 ans que nous attendons cette loi. Imaginez-vous, aujourd'hui, il y a certaines choses, comme on a parlé des médias en ligne, ça fait plus de 27 ans qu'on attendait une loi qui doit gérer, réglementer notre secteur. Ça n'existait pas. La première des choses, nous saluons ça. Même s'il y a de petits soucis que nous venons de relever. Je crois ici, comme Joseph venait tantôt de le dire, c'est vrai, la question de la survie des gens qui travaillent dans les médias, cette question n'a pas été vraiment prise en compte dans cette loi. Philippe dit, c'est à vous journalistes de savoir, est-ce que c'est dans ce média où je dois aller? Non, les journalistes sont déjà dans les médias. Vous voulez demander aux journalistes dans les médias où ils sont comme ils ne sont pas bien rémunérés, qu'ils plient leur bagage et partir. Non. Je crois que c'est comme solution pour éviter que les journalistes puissent ne pas aller couvrir des événements d'intérêt public.
le ministre ou le ministère doit maintenant vulgariser la loi en prenant, par exemple, les responsables de tous les organes viables. Ici, la viabilité, c'est quelque chose de très intéressant. Il ne faut pas, vous, un média, vous avez du mal à faire entrer même $1000 à la fin du mois, vous vous appelez viable et vous avez autant de journalistes. Mais vous dites la même chose que moi. Allons sur le plan pratique. Vous êtes dans un média, comme vous dites, qui ne produit que tout au plus $1000 le mois. Et vous voulez que vos journalistes qui prestez dans ce média-là, que vous soyez bien payés. Avec quel argent? C'est ce que je dis. Donc, parce que cet argent va permettre à payer les factures. Il y a la DRH4, il y a DGRAD qui doit venir prendre l'argent, il y a la division de communication, et il faut le loyer, il y a l'électricité. Il ne va rien rester pour vos journalistes. Le ministre ainsi que le CESAC, si vous avez écouté le monsieur Bobosen de la fois dernière, il a dit qu'on va fermer même certains médias. Non, voilà, ce sont là les cas de foot dont j'évoquais tout à l'heure. Lorsqu'on regarde les états généraux des déçus. Donc, d'abord, pour qu'on puisse déjà commencer à appliquer cette loi, non seulement on ferme d'abord les médias qui ne sont pas viables, mais aussi les responsables des médias viables doivent être outillés en stratégie ou bien en comment faire pour que les journalistes qui sont dans leurs médias... Mon frère, ce sont des opérateurs économiques. Même s'ils sont cherchent de l'argent. Effectivement, ils doivent savoir qu'un journaliste doit être... Ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils investissent pour gagner de l'argent. L'État doit savoir que ces gens-là... On investit aussi dans la personne. Pour que ces gens-là puissent bien travailler, pour que ces gens-là puissent répondre. Parce que vous avez dit la loi vient pour parler positivement de notre pays. Mais pour que les journalistes puissent parler positivement de notre pays, ces journalistes doivent être comment? Doivent être bien traités. Ils doivent être dans des médias viables, non? Effectivement, dans les médias viables, mais traités bien par leurs responsables, parce qu'il y a aussi des médias viables où les responsables ne prennent pas bien en charge leur... Pourquoi le média est viable si les journalistes ne sont pas bien payés? Oui, ça existe. Alors, Joseph Kaongo, est-ce que vous pensez que la loi 23 offre aux journalistes toute sa noblesse? Non, pas du tout. C'est le point qui me dérange le plus dans cette loi, c'est les conditions du journaliste qui ne sont pas garanties totalement pour qu'il exerce en toute liberté sa profession, qui est l'une des professions les plus nobles qui puisse exister à mon sens. Je ne dis pas ça parce que donc si je comprends bien, tu rejoins l'idée de Philine Toumba qui dit que cette loi c'est juste pour montrer l'image de la République démocratique du Congo à la face du monde. Mais bon, c'est ça l'objectif ultime. Mais cet objectif ultime ne sera pas atteint tant que le journaliste, à mon sens, n'aura pas toutes les meilleures conditions pour mieux exercer sa profession. Certes, on a verrouillé, on a démontré les limites qu'il ne faut pas franchir en ligne, on a démontré les limites qu'il ne faudra pas franchir encore dans l'exercice même dans le média audiovisuel, mais sous le plan de la gestion de la personne, c'est là qu'il y a des problèmes. On a semblé aller très vite, à mon sens, en besogne, en oubliant l'essentiel, qui est le journaliste qui est au centre des médias, qui est au centre du traitement de l'information, parce que ce n'est pas une machine qui part sur le terrain, ce n'est pas une machine qui collecte, qui écrit, même si actuellement les machines peuvent écrire aussi des articles, mais la personne qui est au centre, c'est le journaliste, et malheureusement, la loi Mouyaya n'a pas résolu le problème central, à mon sens, qui est l'amélioration des conditions de l'exercice de la Philine Toumba, vous êtes d'accord avec Joseph? J'ai vu déjà la réaction. Pas totalement. Je voudrais que nous soyons un peu plus pratiques. La profession du journaliste, c'est comme toute autre profession. On peut être bon. Mais qui a des spécificités. Parce que je m'excuse. Chaque profession a ses spécificités. Les spécificités, c'est que le journaliste descend sur le terrain, il y a une possibilité qu'on puisse lui donner un pot de vin ou je ne sais pas moi quoi. Il n'est pas le seul. Et qui modifie. Il n'est pas le seul qui descend sur le terrain. Une information qui peut créer des problèmes dans un pays, c'est différent. Là, vous avez totalement raison. Mais je voudrais ici qu'on comprenne que le journaliste est professionnel, comme tout autre professionnel. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on doit tout d'abord considérer chaque organe de presse comme une entreprise qui a des objectifs. Et tout journaliste est censé connaître ses objectifs et même les conditions avant d'adhérer à cet organe ou à cette entreprise. Alors, si ce journaliste choisit d'y aller comme ça et commencer à réclamer les conditions alors qu'il est déjà dedans, sachant les conditions, moi je ne sais pas en quoi il est journaliste. Parce qu'un journaliste,
C'est quand même un intellectuel. Voilà, c'est un calculateur, c'est quelqu'un qui évalue. Il dit, voilà où je vais, voilà comment se présente où je vais. Est-ce que je peux y aller? Si j'accepte d'y aller, j'accepte les conditions. Moi, je vois, même quand on est sur notre smartphone, vous voulez installer une application, on vous donne les conditions. Vous approuvez, vous appliquez. Vous n'allez pas vous plaindre. C'est pas pour autant que les vous n'allez pas vous plaindre plaindre après. Mais seulement parlant des conditions. Moi, je veux, comme je le disais, je veux que nous soyons pratiques. On peut avoir les médecins, on peut avoir aussi les avocats. Certains sont dans des entreprises publiques, certains sont dans des entreprises privées, parlant des avocats et même des médecins, certains sont dans des cabinets, et chacun va où il peut. Vous voyez? Oui. Et parmi ces avocats, il y en a qui sont bien payés, il y en a qui sont moins payés, il y en a qui se retrouvent dans la vie, il y en a qui galèrent. Les avocats qui galèrent, il y en a. Les médecins qui galèrent, il y en a également. Vous comprenez ça? On ne va pas dire non parce que tout médecin doit avoir un bon point, c'est un monsieur, on doit obliger, je ne sais pas moi, sa structure de santé de bien payer ce médecin-là. Moi, je pense qu'on doit réfléchir comme ça, en tant que professionnel, en tant que travailleur, en tant qu'un employé vers son employeur. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit... Alors, Philine, tu m'as dit rapidement parce qu'on tend déjà vers la fin de l'émission. Pratiquement, je peux citer Malaika. J'ai Malaika, j'ai un autre média. Je prends l'information. À Malaika, un journaliste à la fin du mois touche autant. À tel autre organe de presse, un journaliste à la fin du mois touche $20. Alors, vous allez, avec vos compétences, avec votre CV, vous allez présenter à Malaika, on ne vous prend peut-être pas. Vous vous dites, en attendant mieux, je vais dans cet autre organe de presse où on paye $20 à la fin du mois. Vous allez là-bas et vous allez réclamer à Mouya et à vos conditions de vie. Je crois que là... Moi, je pense que on est calculateur. On connaît les actions et les réactions. Quand on se décide d'adhérer dans un organe de média qui paye $20 à la fin du mois, il faut soit qu'on accepte ces conditions, soit qu'on s'enrichisse ailleurs. Parce que l'action de l'État est limitée. L'action de l'État... Allez-y rapidement, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Non, mais l'action de l'État est de vérifier les ressources, les entrées de... L'État offre à tout le monde l'opportunité de créer une entreprise. Moi, je propose que l'État, dans la loi Mouyaya, devrait explicitement dire que sur les ressources, sur les entrées d'une telle entreprise, la rémunération ou encore la part qui doit être réservée aux journalistes, c'est celle-ci. Moi, je pense que c'est ça qui devrait en fait amener à une... Non, je suis dans presque un rêve qui viendrait peut-être... Non, c'est possible. C'est possible. Je crois que ça entre dans le compte de la viabilité d'une presse. Avant de créer votre organe de presse, l'État vous oblige, vous dit, si vous devez créer un organe de presse, le minimum que vous allez donner aux journalistes, c'est $100. Si vous êtes capable, vous ne créez pas l'organe de presse. Moi, je crois que la grande responsabilité... On termine avec passion. La grande responsabilité, comme l'a dit Philly, c'est à nous journalistes. Moi, je me rappelle, je donne un exemple personnel. Moi, j'ai été contacté dans certains médias ici à Lubumbashi. Lorsque j'ai posé mes conditions, parce que je me suis dit que je suis un professionnel, lorsque je viendrai, je dois aussi apporter quelque chose de plus que les médias n'avaient pas. Je pose mes conditions, je me rends compte que ce qu'on me proposait, ça ne valait pas, ça ne me convenait pas. J'avais refusé. Et je crois même certains qui vont nous suivre et se rappellent. Donc c'est à vous, journalistes aussi. Si vous savez que dans ce média, il n'y a pas beaucoup d'entrées, pourquoi accepter d'aller dans un média où il n'y a pas beaucoup d'entrées et pour commencer à bloquer vos conditions de vie? Non, je crois qu'ici, nous sommes... C'est là l'État a joué. Oui, l'État est là. À éradiquer les médias qui ne sont pas viables, effectivement, à obliger les médias viables à mieux payer. Les journalistes. C'est là le garde-fou dont je vous parle. Les journalistes de jouer aussi leur rôle en respectant l'éthique pour que notre pays puisse être bien coté, parce que l'objectif de la loi, comme l'a dit Philly, c'est de montrer les côtés positifs de notre pays pour que notre pays puisse quand même se développer. C'est très intéressant. Le sujet est vaste. L'article, la loi 23, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je sais que ce n'est pas la dernière fois que je reçois sur ce plateau Patient Lukusa, Philly Ntumba, et les prochains numéros, nous allons revenir sur la loi 23.
Passion Lukusa, journaliste à 7sur7.cd et porte-parole et correspondant des Top Congo dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir répondu à l'invitation des Info Plus. Merci infiniment, Francine, pour cet honneur. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois. Nous ferons le tout pour vraiment honorer votre invitation. Philine Toumba, il est journaliste en même temps criminologue. Info Plus vous dit merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. J'ai vraiment été enrichi par les confrères et c'est un plaisir. Merci Joseph Kaongo, journaliste à Malaika Radio et Télévision. Merci Francine et merci à tous. Merci madame, merci messieurs de nous avoir suivis. Prochain numéro, c'est dans une semaine. En attendant, restez avec nous. Les programmes continuent sur Malaika Télévision.